dire que je n'y connais rien dans la théorie de son en littérature, mais si je suis là pour parler de Gaston Lagaffe, c'est parce que, enfant, j'ai eu le bonheur de grandir dans une librairie, et donc le mardi, j'avais le magazine de Tintin, le mercredi, j'avais le journal de Pilote et le journal de Mickey Mouse, et le mercredi, c'était Spirou et Mickey Mouse, et le jeudi, c'était Pilote. Tout ça gratuitement pendant des années et des années, donc il m'en est resté quelque chose. Je commencerai par une question de climat. Dans son dictionnaire des onomatopées françaises de 1808, Charles Nodier conçoit l'onomatopée comme un mot qui imite le son naturel de la chose ou du phénomène qu'il désigne. Pour expliquer la formation de tels mots, son raisonnement conjugue étymologie et phonologie. Ainsi, le mot barboter est une onomatopée, non seulement par rapport à son étymon latin, mais parce qu'il est formé, je cite Nodier, du bruit que font les canes quand elles cherchent dans la boue de quoi manger, et de là on appelle barboteur un canard privé. Barboter, donc, en cette signification, dit-il, est une onomatopée. La pensée de Nodier intègre ainsi l'idée qu'une part des mots provient d'une imitation parlée des sons naturels. Imitation parlée que l'écriture a ensuite charge d'encoder au moyen de symboles conventionnels, de manière à produire cet ersatz que nous appelons le signifiant. Ce cratérisme initial a deux caractéristiques. D'une part, il est sélectif, c'est-à-dire que tous les sons ne deviennent pas des mots prononcés et tous les lexèmes ne sont pas des transcriptions approximatives de sons imités phonologiquement. Deuxième caractéristique, ce cratérisme est l'objet d'une double opération que Nodier résume en deux phrases très claires. La parole est le signe de la pensée, l'écriture est le signe de la parole. Avant d'ajouter que pour faire passer une sensation dans l'esprit de quelqu'un d'autre, on a d'abord dû représenter l'objet qui la produisait par son bruit ou par sa figure. Or, polyglotte, lecteur boulimique, remarquable homme de culture, Nodier était aussi, on ne s'en est vraiment aperçu que très récemment, un grand lexicographe. La variété des signifiants créés pour désigner un même référent est une question qui ne lui échappait évidemment pas. Nous avons appris cette question généralement par l'exemple du cri des gallinacés. Nous avons tous appris un jour, quelque part dans un cours de linguistique, que les coqs allemands chantent en faisant kekiriki, les coqs anglais en faisant cock-a-doodle-doo, les coqs français en faisant cocorico, les coqs italiens en faisant chichirichi, les coqs espagnols en faisant kikiriki, d'où est peut-être né le mot rikiki d'ailleurs. L'explication de Ferdinand de Saussure par rapport à ce phénomène est bien connue. D'une part, la variété phonétique et morphologique des désignations d'un même référent est conséquence, selon lui, de l'arbitraire du signe. À la fois conséquence et cause d'ailleurs d'une certaine façon. D'autre part, aux yeux de Saussure, l'onomatopée n'est ni le son d'un cri ni d'un bruit, mais déjà une imitation approximative et déjà à demi conventionnelle. Et donc, Saussure enchaîne en disant « Les systèmes phonologiques variant d'une langue à une autre, le même bruit naturel ou cri animal pourra être exprimé par les sons du langage et leur transcription de manière différente. » Ce qui est assez curieux parce qu'il suppose que le système phonologique est systématiquement antérieur au langage. Alors qu'on pourrait imaginer qu'il y a une consubstantialité entre les deux, mais soit. Par conséquent, dit Saussure, on a glug en anglais et hic en français pour désigner une série de hoquets. L'explication de Nodier est très très différente, et comme c'est souvent le cas lorsqu'on lit des penseurs qui n'avaient pas encore été déshumanisés par le positivisme, elle est beaucoup plus subtile et suggestive. C'est d'ailleurs pourquoi la pensée de Nodier m'intéresse beaucoup plus que celle de Saussure. Voici ce que Nodier écrit pour justifier donc la variété des signifiants désignant un même référent. Dans le vocabulaire des pays chauds, tous les mots sont vocaux et fluides. Le grec a une emphase majestueuse comme le bruit des flots du Péné. L'italien roule dans ses syllabes sonores le murmure des cascatelles, ce sont des petites cascades, et le frémissement des oliviers. Dans celui des pays froids, tous les mots sont rudes et consonants. Leur son retentissant et heurté rappelle la rumeur des torrents, le cri des sapins que l'orage courbe et le fracas des rocs qui s'écroulent.
Vous aurez reconnu ici la théorie des climats léguée à la postérité par Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, mais profondément corrigée par une poétique propre à Nodier, quand bien même elle n'est pas sans dette à l'endroit de la prose de François-René de Chateaubriand. C'est donc ce raisonnement et cette propension poétique de Nodier que je vais suivre. Je suis cependant l'exact contemporain d'une déviation de tout ce qui touche au climat, dont les changements, comme vous le savez, seraient en cours et si inquiétants qu'ils tournent déjà et tourneront peut-être de plus en plus à la catastrophe si l'humanité ne change pas sa façon de traiter la planète ou un hasard physico-chimique appelé Dieu a laissé choir. J'actualiserai donc la théorie des climats en parlant uniquement de microclimat. Et en l'occurrence, le microclimat, qui est toujours social pour moi, mais le microclimat pour Gaston Lagaffe est fait d'une entreprise logée dans un immeuble à bureaux, la maison Dupuis, et métonymiquement de l'ensemble de la petite ville qui entoure cet immeuble. Alors, avant d'entreprendre d'ailleurs l'étude de la manière dont les sons écrits circonscrivent ce microclimat à la fois psychologique et idéologique, en deux parties, donc édition Dupuis et la ville, il me faut signaler que du strict point de vue référentiel et météorologique, Gaston Lagaffe lui-même a des relations particulières avec la température. En effet, le radiateur de son bureau et la chaudière générale qui se trouve dans la cave de la maison Dupuis sont à plusieurs reprises les objets de ses talents d'inventeur et de son désir d'amélioration permanente de la condition humaine. Gaston montre par exemple en plein été la température de la chaudière qui se met à avoir non plus son son habituel de bonne chaudière ayant un bon moteur, c'est-à-dire le son comme ça, mais bien elle se met à avoir donc des sons d'agonie qui deviennent ce que ne devrait pas faire une chaudière sauf si elle est à agonie. Il faut dire que le but de Gaston là-dedans est de démontrer qu'il est parfaitement faisable de se faire griller un toast entre deux plaques de radiateur. L'univers de Gaston, et c'est le premier exemple que je vous le montre, est un univers extraordinairement sonore et bruyant. Le lecteur se met parfois à penser à la symphonie mécanique de Jean Mitry ou à la pantomime musicale du secrétaire tapant à la machine à écrire de Jerry Lewis. À ceci près que, lisant la BD, le lecteur lit le bruit ou le son, mais ne l'entend pas, si ce n'est par une sourde impression intérieure qui serait à l'ouïe, ce qu'est à l'odorat l'exemple bien connu de l'œuf annoncé pourri par un comédien sur scène, alors qu'il n'y en a absolument pas dans la salle de théâtre. Cela fait des sons de BD l'équivalent d'un bruitage inaudible, mais néanmoins perçu par une oreille intérieure. Et cela fait de la BD, me semble-t-il, une héritière paradoxalement présomptive, quoique tardive, du cinéma muet. Charlie Chaplin, qui était pourtant profondément progressiste, plaidait jadis pour le muet, accusant le cinéma parlant de tuer l'art le plus ancien et le plus fondamental à ses yeux, à savoir l'art de la pantomime. La BD bruitée peut être considérée, je crois, comme une pantomime sous-titrée de la vie et de la communication humaine. Les inserts de paroles écrites semés entre les plans, agissant comme les phylactères. Je me suis intéressé pour ma part non pas aux phylactères, donc non pas aux voix des personnages signalés lorsqu'ils dialoguent, crient ou pensent, ça aurait dû à la limite faire partie de la question, mais ça aurait été trop vaste. Je me suis surtout intéressé, même uniquement, à ce que je pourrais classer dans deux rubriques, la rubrique des intensifs pathétiques et d'autre part la rubrique des signifiants sémiopragmatiques. Donc, voici une petite typologie relevée à partir des albums de Gaston que j'ai eu le temps de lire pour cette communication. Je n'ai pas tout relu, mais il y a déjà là, disons, un certain nombre de rubriques, de parties qui me semblent intéressantes. La première sorte de sons qu'on rencontre, ce sont des onomatopées conventionnelles. Il y en a de trois sortes. Premièrement, les onomatopées conventionnelles qui sont issues du langage commun. Là aussi, il y a deux sous-catégories. Première sous-catégorie, des onomatopées conventionnelles de langage commun déjà lexicalisées, donc que vous allez retrouver dans le dictionnaire. Et donc, dans la gaffe, paf, fait le coup qui atteint son but, zzz, fait celui qui a le sommeil profond, tac, fait la balle de billard qui rebondit sur la bande de billard, pardon, ouf, ouf, ou waf, waf, fait le chien qui aboie, etc., etc. Ce que vous diriez spontanément vous-même si vous écririez la même chose en bande dessinée. Une deuxième sous-catégorie, cependant, des onomatopées qui sont déjà altérées, mais à partir des formes lexicalisées. D'où dans Gaston, vous allez trouver Achia, Achia avec deux I et deux A, donc ça devrait être un peu plus long,
C'est ce que fait Gaston quand il éternue, surtout parce qu'il est allergique au mot effort, donc dès qu'on dit effort, il éternue. Et Hatchia est évidemment altéré de Hatchoum. Vous avez vroom, ça c'est le petit avion dans le ciel, c'est altéré à partir de vroom. Boaf, qui est un truc de Gaston, quand il trouve quelque chose qui n'est pas important, il dit boaf. Bon, ça vient évidemment de bof, etc., etc. Deuxième classe d'onomatopées conventionnelles, les onomatopées de convention générique ou médiatique, c'est-à-dire celles qui sont déjà entérinées par la bande dessinée, par d'autres bandes antérieures. Par exemple, dans la plupart des bandes dessinées, ce que fait un être humain à l'effort se dit tchak, c'est ce que fait le couteau quand il entre dans une planche ou un mur. Schlang, c'est ce que fait une voiture qui percute un poteau, etc., etc. Troisième classe d'onomatopées conventionnelles, des onomatopées inventées cette fois-ci, mais qui prennent appui sur les précédentes, en sorte que la convention, c'est justement la BD elle-même de Gaston qui est en train de l'instituer. Et ça devient une convention interne au travail de Franquin. D'où, par exemple, chaque fois que la vapeur s'échappe chez Franquin, vous aurez un machin qui se dit plus ou moins un P final. Vous serez sûrement surpris d'apprendre que l'aspirateur qui aspire fait chez Franquin slorp. Quant à une corde ou un ressort qui saute ou une corde qui est pincée d'un instrument de musique, ça fait toujours gao. Alors sachez que l'intensivité pathétique de ces onomatopées est rehaussée par trois mécanismes essentiels. La grosseur des lettres, le remplacement dans les cases de la planche. Parfois, chez Franquin, le dessin sort et l'onomatopée sort carrément ou de la planche ou de la case. Leur couleur, l'éventuelle adjonction d'une ponctuation, la forme même des lettres, la typographie donc, et le mouvement même de la graphie. Donc une onomatopée peut par exemple avoir un truc, une espèce de courbe comme ça, ou au contraire être nette. Deuxième catégorie de sons qui me semble faire partie de ce double registre que j'ai indiqué tout à l'heure, les paroles et les bruits d'animaux, et tout particulièrement les paroles et bruits d'animaux faits à l'intérieur du bureau même où sévit la gaffe, puisque celui-ci a sa petite ménagerie personnelle, il a une mouette rieuse, il a le chat dingue, il a une tortue, il a une petite souris, il a un poisson rouge, etc. Alors voilà quelques bruits, paroles et bruits d'animaux. La mouette rieuse, qui est en fait plutôt ricaneuse, et qui a un regard ironique et mauvais, la mouette rieuse dit « je fais des choses comme i-i-ar » ou « i-i-ar » ou bien « i-i-ar ». Mau, mau, moau, miau, le chat dingue. Tac, 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 cruic, tac, 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 cruic, tac, tac, cruic, fait le bec de la mouette, tandis qu'il ouvre et conserve. Tandis que ce bec donc, ouvre et conserve métallique de nourriture pour chat. Scritch, scratch, scritch, scratch, scritch, critch, scratch, critch, critch. Ça, c'est ce que font les griffes du chat dingue quand il se les fait sur le fauteuil de prunelle. Donc, une série de paroles et de bruits d'animaux comme ça. Ensuite, il y a, en troisième catégorie, des interjections qui sont nominatives ou idiolectales. Je n'entrerai pas ici dans les querelles des rhétoriqueurs qui me passionnent parfois, mais c'est très long sur les rapports entre l'onomatopée et les interjections modales ou dictales. C'est donc une question assez complexe. Disons interjection nominative ou idiolectale. Par exemple, Gaston lui-même est utilisé par Prunelle comme une onomatopée. C'est-à-dire, il crie de très loin et ça devient à la fois une appellation, comme s'il appelait Gaston, enfin il ne l'appelle pas en fait, il est en train d'exprimer sa rage et sa colère en prononçant le nom de celui qui vient de gaffer et dont il sait qu'il l'a fait. Ou alors une très belle expression idiolectale que toute ma génération à une certaine époque avait adoptée, c'est l'expression de stupéfaction inquiète de Gaston par l'expression « m'enfin », point d'exclamation. M'enfin. Quatrième catégorie, les tags. Vous avez là un bel exemple de cela. On retrouve ça pas mal dans la bande dessinée à plusieurs reprises. C'est donc au dos en deuxième page, si vous voulez, là, tout en bas, vous avez un grand bureau avec Prunelle qui est en train de pleurer parce qu'une fois de plus, M. de Mesmaeker n'a pas pu arriver à signer les contrats qui doivent unir la société de Mesmaeker avec la société Dupuis. C'est le running gag majeur et monstrueux de la bande dessinée.
Et la raison de la fuite de Mesmaeker, c'est qu'il vient de regarder le mur qui a été repeint sournoisement par Gaston, et là vous avez des tags exactement comme le tag des graffeurs dans l'art de rue. Hein, Gaston est ici inspiré manifestement par son génie artistique, il marie le style psychédélique, forme ondulée, vivacité des couleurs, que vous n'avez pas ici, mais à l'original en couleur c'est très vif, des séquelles de surréalisme avec des yeux qui apparaissent à l'intérieur de deux hauts, et puis l'art de rue, tout particulièrement le tac des graffeurs, devenu ici, si je puis dire, le tac du gaffeur, avec des onomatopées comme z, zoom, paf, broum, broel, x, mac. Enfin, dernière catégorie, et là je respecte vraiment le point de vue de Nodier, qui considère donc un mot barboté comme une onomatopée. Mais dans la gaffe, les motivations nominales ne sont pas tout à fait les mêmes que chez Balzac. Chez Lagaffe, dans la bande dessinée, en fait, chaque nom est un comble pragmatique dans la mesure où le nom représente le résultat de l'action que fait le personnage. La gaffe s'appelle la gaffe parce qu'effectivement, tout ce qu'il fait se transforme en gaffe. Et vous avez un tas de personnages comme ça, Mademoiselle qui glousse par exemple, tout ce qu'elle fait, c'est glousser, donc elle est en permanence. Vous avez deux footballeurs dont parle Gaston. Le premier s'appelle Castibia et le deuxième s'appelle Cudjat. Dans les deux cas, on voit que l'un joue mal et l'autre est plutôt méchant sur un terrain. Cette onomastique, donc, qui a une pragmatique intense, si je puis dire, son effet comique résulte du fait que le son signale l'action sans qu'on sache au bout du compte si c'est le signifiant nominal qui a prédestiné le sujet à faire ce qu'il fait, ou si c'est son activité qui l'a conduit à être appris comme il est. Et donc on a un effet de retour et d'hésitation. Ceci vaut aussi pour des marques ou pour des publicités. Par exemple, il y a une marque de moto à grande vitesse, elle est appelée « ça pète au cul ». Alors, cette petite typologie un peu improvisée a le mérite de faire apparaître pour moi les moyens qui engendrent le microclimat des éditions Dupuy. Et ça se passe en 3 temps sur le plan du mécanisme sémiotique. D'abord, il y a cette forte présence du conventionnalisme que j'ai indiqué en premier lieu. Mais cette forte présence unit les personnages qui savent manifestement tous très bien à quoi s'attendre dès qu'il y a un son prononcé. La plupart du temps, quand vous êtes chez vous, si un bruit survient en dehors de votre champ perceptif immédiat, vous allez vous demander ce qui se passe. Ou bien moi, je vais demander qu'est-ce que Marie se fout encore. Et ça, c'est une autre affaire. Vous demandez ce qui se passe. Mais dans la BD de Gaston, non. C'est-à-dire que même si le son est très loin, automatiquement, le personnage qui l'entend va comprendre ce qui se passe immédiatement. Et donc, c'est la même chose que dans l'épopée vue par Lukács dans sa théorie du roman. Dans le monde conventionnaliste du son de la bande dessinée, tout est immédiatement audible, lisible et compréhensible. Mais cette forte présence du conventionnalisme a un premier effet d'entraînement herméneutique. C'est-à-dire que les onomatopées entrées dans le langage commun ont pour effet d'engendrer de nouvelles formes, ce que j'ai appelé tantôt les formes altérées. Ceci par des mécanismes rhétoriques bien connus de modification plastique. Permutation, inversion, substitution de phonèmes, adjonction ou soustraction de phonèmes, répétition, etc. Ces nouvelles formes altérées établissent alors une passerelle entre le microclimat de l'entreprise Dupuy et le lecteur, en sorte de produire une communauté virtuelle stable dans la durée. Une fois donc le moteur de la chaudière a fait il fera tout le temps, seul le nombre de P, de F ou de R peut changer pour indiquer quelle est la force du moteur à cet instant précis de la bande dessinée. Il y a ensuite un effet d'entraînement herméneutique second. Le jeu même de ces diverses onomatopées place tout l'univers de la bande dessinée sous le signe du signifiant. C'est pourquoi il y a les tags, pourquoi il y a les motivations de signifiants, etc. Ce qui est donc premièrement l'une des sources du comique de la série. Le gag serait moins drôle sans la symphonie mécanique qui l'entoure. Deuxièmement, ce qui est l'un des catalyseurs majeurs de l'inventivité de cette série, sur le plan notamment du son, interjection, nomination pragmatique, etc. Et troisièmement, ce qui est l'une des assises principales de la cohérence globale de la société de la BD. Une fois sortis de chez Dupuy, les personnages, en fait, évoluent dans le même monde de bruit. Il y en a quelques-uns qui s'ajoutent, mais la plupart des bruits qui sont présents à l'intérieur sont reportés à l'extérieur. Tout ceci, finalement, forme un univers assez rassurant, parce que, finalement, ça bouge, mais ça bouge dans un prolongement permanent de ce qui est déjà acquis.
Mais néanmoins, ça ne se limite pas là. Il y a bien une contradiction importante, et Gaston lui-même se trouve très souvent placé entre Charybde et Scylla. En effet, la société des albums n'est pas sans tension, loin de là. L'univers de Gaston est principalement divisé en deux lieux. Premier, il y a le lieu hyperactif de la ville et de la circulation urbaine. Là, vacarme, je fais d'un verbe du mot vacarme. Hein. Là, vacarme les pipe, tut, huc, onc des klaxons, les injures foisonnantes des embouteillages. Elles sont généralement entamées dans le texte, mais il y a un petit nuage qui fait qu'on ne voit pas l'entièreté du mot, parce que c'est quand même un journal pour une bande dessinée pour enfants et adolescents a priori, même si c'est offert aux gens de 7 à 77 ans, mais il ne peut pas mettre des choses, des virénies, je veux dire, dans son texte. Il a donc vacarme, les heureux, etc., les klaxons, les vroom-vroom impatients, les tchac, crac, bouffe et les schlangs des accidents, les pimpons stridulants des ambulances, et même les cra, i, vrom d'une certaine Fiat 509 de 1925, qui est la voiture même de Gaston Lagaffe. Deuxième lieu, c'est le lieu hyperactif des bureaux même de la maison du Puy. Là, tapage, les critiques, les triquitic tic tic ding, triquitic tic tic ding, triquitic tic tic ding des machines à écrire, les bip 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 de la pendule, les ch des rayons de classement qu'on ouvre, les cracs des armoires, les dring avec 4 R, 4 I, 3 N et 2 G des téléphones, les de monsieur de Mesmaeker qui n'arrive pas à signer les contrats. Sur ces deux territoires où s'aventure notre vaillant et sympathique héros, sévissent deux dictateurs. En vigne règne, celui que vous avez là sur la page du côté où il y a le titre, là, à droite en haut, là, en vigne règne le Javert des parcs-mètres, à savoir Joseph Gontarin, agent de police au sifflet consubstantiel qui fait, comme vous me voyez, tri, fri, etc., avec la même persévérance que dans cette conjoncture polnaréfienne qui est celle de la BD, une poupée faisait non toute la journée. Verbalisateur compulsif de mentalité autoritaire et de confession répressive, Gontarin, ce radicalisé du code, jouit avec tout le déploiement d'horreur physique que peut produire au milieu d'un carrefour la bestialité subhumaine d'un farfadet féroce. Il représente tout ce que est Gaston, l'uniforme, l'ordre, la bêtise, le goût du règlement, etc., la colère. Il représente tout ce que est Gaston, lequel lui oppose une dissidence qui relève souvent d'une ruse de l'invention, particulièrement active durant la célèbre guerre des parcs-mètres. Le meilleur exemple, c'est l'invention du glacite nitrique, qui est un petit chien qui est programmé pour aller dans les rues et pisser au pied de chaque parc-mètre. Si Gontarin règne en ville, au bureau règne Léon Prunel. Ça m'est arrivé, j'ai pensé soudain hier que c'est assez étonnant. Ça ne va pas plus loin que ça. Mais un Belge, écrivant Léon Prunel dans les années 60-70, ne peut que penser à Léon de Grelle, qui est un leader fasciste belge de la guerre. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille aller jusque-là. Prunel n'est pas quand même comme ça. Tout rouge, les bras tendus, donc là vous l'avez juste en face de Gontarin. Tout rouge, les bras tendus le long du corps, les poings démesurément gros par rapport aux bras en tuyau, les yeux exorbités avec en bas de leur blanc deux prunelles braquées sur ce Gaston qui échappe à son entendement. Là c'est sur son téléphone. La mèche colérique de la fumée brune et noire se dégageant de la binette qui surchauffe, voilà Prunel en colère, mais cette colère ne serait pas entière s'il ne hurlait pas son juron habituel en de telles fréquentes circonstances, « Rang tu jus ». Et là, vous avez là en plein exemple, « Rang tu jus » ici. Alors là, j'ai lu plusieurs choses sur ce Rang tu jus, les critiques, les gastonologues sont généralement français, donc ils ne voient pas ce qui se passe. En fait, c'est un appel au dialecte wallon. Ça copie nom dit jus, qui est le juron habituel, nom de Dieu. Rogne ici, ce n'est pas seulement rogner, c'est mieux que ça, c'est rogni. Rogni en wallon veut dire ronger. Et le tu en wallon est mis comme ça, ce serait même rongtidju en wallon. C'est un intensif d'oralité.
Donc, il faut traduire Rong-tu-ju par ronge-toi le Dieu. Remplaçant de Fantasio un jour, Prunelle est hyper-tendu de naissance, autoritaire et sanguin, quelquefois déprimé de ne pas arriver à faire signer les contrats à M. de Mesmaeker, ou déprimé de ne pas arriver à faire rentrer Gaston dans le droit chemin du mérite et du travail. Il serait facilement violent, Prunelle, si la BD n'était pas là pour les jeunes, n'était pas faite pour les jeunes. Il est peut-être plus soupolé que réellement méchant, quoique parfois la BD se termine alors que Prunelle ferme la porte et est en train de retrousser ses manches pour aller probablement frapper la gaffe. Donc Gaston est comme ça entre Charybde et Scylla, c'est-à-dire entre deux formes de répression, celle de l'entreprise, celle de la société entrepreneuriale et celle donc de l'État. Il y a deux voies, alors, je terminerai sur cette présentation des deux voies sonores de résistance. La première est la sieste. Vous en avez un exemple au dos, où vous avez en haut à droite Fantasio qui entre et qui voit Gaston qui s'est enfermé dans une boîte afin de dormir, et vous entendez là, et donc Gaston ronfle. Dans d'autres moments, c'est simplement le Z prolongé, le Z qui le montre là. La deuxième voie sonore de résistance, vous en avez un exemple là au milieu avec Traing, avec les deux lapins qui sortent, et à l'envers, en bas, vous avez un autre exemple très beau, Tragal Dukut. Il y en a d'autres, il y a Zoing, donc c'est le bruit du gaffophone, pardon, c'est la musique du gaffophone, Katrain Trt, Waouh, Zoing, Gaou Trumpf, enfin, etc. Il y en a plusieurs, c'est toute une série de sons. Donc, hormis les actions subversives menées contre les abus de l'appareil répressif d'État incarné par Montarin, contre les chasseurs, contre les va-t-en-guerre, contre les Lontarins aussi, dormir durant le travail et jouer du gaffophone sont donc les formes majeures de résistance sonore, aussi bien dans le microclimat de la maison du Puy que dans le microclimat de la ville. Ce qu'il y a de fort dans les deux cas, c'est que le visage de Gaston, vous pourrez le constater avec le gaffophone, le visage de Gaston affiche, exhibe son plus grand et meilleur sourire de contentement. Je reviens à Nodier et je pastiche un peu Nodier. La légèreté du Z répété, quand il dort, confine au murmure des cascatelles et au frémissement des oliviers, dont parlait Nodier à propos de l'italien. Son bruit continu mais renflé par intervalles à cette série de Z ou bien à ces ropsch. Sa vibration aérée et sa petite musique tiennent d'un flot ouateux dont le va-et-vient envahit le corps d'une plénitude que le sourire du dormeur confirme. Autant forcené du travail, à la stridulence vulgaire de la race des Lontarins, Gaston oppose la douceur d'une rêverie qui, à n'en pas douter, sera fructueuse. C'est durant ses siestes, soquettes et roupillons qu'il travaille sur ses deux oreilles, lesquelles deux oreilles écoutent une rêverie interne qui court en lui et qui le mènera vers de nouvelles inventions. Le même épanouissement bienheureux anime le visage de Gaston lorsqu'il joue de son gaffophone. Avec le gaffophone, c'est l'être même du plaisir ancestral qui est porté sur l'autel de la société entrepreneuriale. La portée politique de sa musique réside moins dans sa matière acoustique que dans son apparition au milieu d'un double microclimat dont il vaincra sinon l'hostilité, du moins l'hégémonie. La visibilité du son l'épuise ici tout entier et sa variété comble l'artiste. Contre les bruits saccadés des bureaux, contre les sons hirsutes des carrefours de la vie urbaine, le gaffophone libère une musique hors d'âge. La rumeur des torrents s'y transforme en chant des profondeurs. Des amoureux vikings passent par là accompagnés de sorcières africaines célébrant la liberté régénératrice des orages, et le tout sublime une douceur qui, comme disait Anne du Fourmentel, est l'accès même au vivant.